Aujourd'hui, place aux Knicks. Si vous avez raté notre analyse des Cavaliers, dépêchez-vous de la regarder avant le match 1, elle est juste ici. Nous, on va s'intéresser à New York et aux clés du match pour eux afin de l'emporter dans la série face aux Cavs. Mais comment donc joue New York? Déjà, ils vont beaucoup plus à la corne que les Cavs, près du cercle, notamment avec Julius Randle en fer de lance, qui se mue parfois en Steph Curry en transition, mais qui peut également se transformer en Giannis Antetokounmpo en brutalisant les défenses. Et cela se confirme dans les chiffres. Les Knicks sont 3e à la quantité de lancers francs tentés, car ils provoquent énormément de fautes en allant fort au cercle. Ils sont également 3e au rebond offensif, forcément, puisqu'ils sont énormément proches de la raquette, avec une grande équipe très costaud. Mais le vrai cerveau de l'équipe, c'est Jalen Brunson, qui crée pour tous les autres, notamment les frères Pétard autour, qui n'attendent que ça, on le verra tout à l'heure. Ils sont pourtant derniers aux passes décisives, car les deux solistes prennent beaucoup de tirs, avec un RJ Barrett pas en reste, mais également dû au pourcentage à 3 points général, plutôt faible puisqu'ils sont 19e dans la ligue. Alors comment faire pour se créer des bons tirs et se dépatouiller de la meilleure défense de la NBA? Alors pour les Cavs, la clé numéro 1, c'est de mettre une pression constante sur la balle et d'être très efficace dans les rotations. Ils ne sont pas meilleure défense de la NBA pour rien, ils sont capables de mettre fort la pression, comme c'est le cas ici, mais également de céder pour ne jamais être en retard, être toujours face à la balle, entre le joueur et le cercle, et les forcer à prendre des tirs difficiles. Alors si on revient en arrière ici, on va voir toute la séquence. Pour se rendre compte que déjà on essaie de le pousser à l'opposé, on va voir après ce que c'est. On note Ricky Rubio qui est déjà dans l'aide, parce qu'on sait que Hartenstein peut être dangereux. Ensuite, il se redirige vers McBride pour essayer de le couper de la balle, d'être très agressif sur lui, ce qu'il réussit. Regardez, les deux joueurs sont en deny très fort, il les coupe de la balle pour les empêcher de la recevoir, ce qui ralentit le système des Knicks et les force à faire des choses un peu plus stéréotypées, comme ici Julius Randle, la très bonne défense de Mobley sans sauter. Stevens est dans les aides, proche, mais il est capable de vite aller sur son joueur, il bouge très vite ses pieds, il est face à RJ Barrett, il saute droit, magnifique, on voit même qu'il reçoit un coup de coude dans la tête, et c'est même si c'est lui qui va être pénalisé d'une faute, parce qu'il y a une erreur arbitrale, très bien défendue. Ils n'en font jamais trop, toujours les bras levés, se mettre entre le joueur et le panier, et c'est eux qui font ça le mieux dans la ligue. Regardez la pression ici de Cedi Osman, Stevens qui récupère magnifiquement sur McBride, Rubio qui fait un bon contest, il était un peu en retard, on change, et Stevens qui est un vrai dog, comme ils disent les Américains, un vrai bon défenseur, qui réussit à générer un tir difficile. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est dans les rotations. Là, la rotation, elle est absolument parfaite. Et on va l'analyser parce que c'est très intéressant. Ici, on voit qu'Emmanuel Quigley part à l'opposé de l'écran. Et le joueur en bas est déjà dans l'aide, prêt à venir intervenir pour lui gêner l'accès. Et ici, Cedi Osman, il est dans un 2 contre 1 avec McBride et RJ Barrett. Donc là, on envoie la passe à McBride. La plupart des joueurs, ils vont droit vers McBride pour l'empêcher de tirer. Mais ici, Osman, il va faire quelque chose de très intelligent, c'est qu'il va courir sur la ligne de passe pour gêner cette passe et forcer McBride à hésiter. Du coup, McBride qui allait faire la passe, il se rend compte qu'il ne peut plus, donc il est obligé de faire un dribble et de revenir, ce qui a donné un temps d'avance aux défenseurs des Cavs pour revenir et pouvoir se mettre entre le joueur et le panier toujours, et en défendant très propre, les bras en l'air. C'est comme ça qu'ils sont très très efficaces défensivement. Dans les rotations, ils sont tous en place magnifiquement pour gêner les Knicks. Ils défendent également très bien les espaces. Alors on a vu ce principe dans la vidéo précédente sur comment les Knicks défendaient notamment Donovan Mitchell. C'est pareil pour les Cavs. Regardez face à Julius Randle, ils sont tous en aide et ils essaient d'être entre les deux passes de façon à, si jamais on tente de faire une passe, pouvoir jaillir et la voler. Ici, même chose, Donovan Mitchell qui revient. On regarde la forte aide d'Isaiah Okoro qui vient gêner le tir et ensuite ils explosent en contre-attaque et on l'a dit, c'est les 3e dans les points après balle perdue, les Cavaliers. Donc pour les Knicks, il faut surtout pas leur donner des transitions. Ici regardez Caris LeVert, il est bien entre les deux dans la ligne de passe. Normalement Grimes, il faudrait qu'il remonte pour pouvoir le forcer à faire un choix. Ici il le fait pas bien et quand on n'est pas efficace dans ce genre de choses, dans les fondamentaux, on perd la balle face aux Cavaliers. Ici, regardez Allen qui vient aider fort sur Brunson. Donovan Mitchell vient aider sur Randle, mais il est aussi en même temps sur RJ Barrett, sur la situation et sur les deux lignes de passe. Donc, on fait la passe à Randle, Allen revient, et encore les autres sont prêts à venir aider dans les espaces. Et puis, quand Randle va attaquer, on sait qu'il adore attaquer à gauche, avec les mains actives pour rouler la balle. On l'a dit, le cerveau pour les Knicks, c'est Jalen Brunson. Et donc, Isaiah Okoro va avoir un rôle primordial dans le match et dans cette série, simplement parce que dans le match face aux Knicks au Madison Square Garden,
Il a vraiment très très bien gêné Jalen Brunson parce que c'est un formidable défenseur et que le match où il n'a pas été là, Jalen Brunson a fait péter tous les compteurs avec 35 points, ce qui montre à quel point il est important dans cette défense. Et puis la clé numéro 4 des Cavs, elle est tactique, c'est-à-dire icer Brunson. Alors ça veut dire quoi, icer un joueur? C'est-à-dire l'envoyer à l'opposé de l'écran, quitte à l'envoyer sur sa main gauche. Et ça, c'est très très intéressant, parce qu'on verra après à quel point il est fort à droite, Jalen Brunson. Parfois, c'est même un choix de l'envoyer à l'opposé de l'écran vers la ligne de fond. On voit ici la position d'Okoro, qui l'envoie vers la ligne de fond, et un peu comme une protection, comme on avait vu dans une vidéo spécifique, le défenseur grand se recule un petit peu. Ici, on voit qu'il est très très fort, il l'empêche d'aller vers le milieu, on veut qu'il aille vers la ligne de fond. Ensuite, Allen se rapproche pour l'éviter de prendre un tir. Et après, c'est bien défendu, c'est juste Okoro qui saute ici. Dans ce cas-là, il vaut mieux rester propre parce que Jalen Brunson, au milieu de 3 joueurs, il ne peut pas faire grand-chose. On voit que même à droite, ici, même s'il est très fort à droite, il l'envoie à l'opposé, vers l'extérieur, de façon à pouvoir mieux contrôler le reste. Alors ça va être la clé numéro 1 pour les Knicks, puisque Brunson est le cerveau de cette équipe, réussir à bien attaquer cette défense, c'est primordial. Et la première solution, notamment pour pouvoir bien attaquer, c'est un petit peu comme les protections, il faut aller loin pour faire changer. Si on s'arrête ici, par exemple, on n'a pas créé d'avantage. Par contre, il y a de l'espace pour aller sur sa main droite. Même si c'est compliqué d'aller finir face à un grand, ici Okoro, il est obligé de revenir à Randle, sinon c'est une passe facile et un 3 points. Et une fois qu'on a fait changer, les Cavs ils vont être obligés de venir aider un peu plus parce qu'on a peur de Brunson défendu par un grand, et donc on s'en sort. Une autre façon d'attaquer les Ice, c'est de changer l'orientation de l'écran au dernier moment, ce qui fait qu'on peut vraiment contacter le défenseur, ce qui n'est pas le cas quand il nous envoie à l'opposé. Ici, Brunson, il recule, il y a une trappe, il force la passe à Mitchell Robinson, et ensuite il y a un 4 contre 3 à jouer qui est magnifiquement exploité ici par les Knicks. Et puis la dernière solution offensivement, c'est de poser un écran horizontal de façon à ce que l'orientation n'ait pas d'importance, puisque on va l'attaquer vraiment horizontalement, ça laisse plus d'espace pour aller attaquer le cercle, et là pareil, on fait changer, et après on regarde les aides qui vient pour ouvrir un tir aux autres autour. Autre chose qui va être très important pour les Knicks, c'est d'aller à droite pour Jalen Brunson, parce que c'est là qu'il est trop fort. Même parfois, quand on arrive à l'envoyer vers la gauche et que les Cavs l'acceptent, lui, il essaie quand même d'aller à droite. Alors attaquer l'opposé de l'écran, c'est toujours la base, parce que c'est là que la défense est plus fragile, mais lui, en plus, il le fait plus que les autres, parce que il adore cette main droite. Même sur les écrans à gauche, comme ça, il adore revenir sur sa main droite, même s'il finit jamais vraiment avec sa main droite, c'est juste que c'est dans ces espaces-là qu'il est à l'aise. Ici, on voit Mobley, il est très très haut sur l'écran pour essayer de l'orienter vers la gauche. Il passe quand même entre les deux. Et puis là, une fois qu'il a forcé à changer, il y a un énorme espace ici, puisqu'il n'y a que Emmanuel Quickley à l'opposé. Il peut venir feinter. Et puis dans ce jeu de footwork près du cercle, il est très très fort, Jalen Brunson. Ici, une feinte, on n'a plus qu'à laisser le ballon pour Mitchell Robinson. Après, tout ce qu'on va voir ici, c'est vraiment le talent de Brunson offensivement. Si on ne vient pas aider, il va faire énormément de mal, surtout si c'est Donovan Mitchell qui a changé sur lui, qui ne peut pas forcément défendre aussi fort étant donné la quantité de choses qu'on lui demande en attaque. Et après, c'est sur ces choses-là à droite. Il adore ce petit tir, que ce soit après un step back ou en fade away, il y revient souvent, que ce soit directement ou après un petit spin comme ici. Et puis une autre façon de l'exploiter à Jalen Brunson dans ces écrans-là, quand il décide de changer, c'est simplement d'aller au post-up, il adore ça, et souvent, il va le jouer avec ce petit fade-away à droite, ou step back, c'est un peu la même chose pour lui, c'est des appuis sur lesquels il est très à l'aise, et il a fait mal à tous les défenseurs des Cavs, notamment dans ce match retour, ici, où Isaiah Okoro était blessé, il a fait un carnage, parce qu'il n'y a pas vraiment de défenseurs capables de le tenir. Ils ont essayé plein de choses différentes. Une des choses qu'ils n'ont pas essayé, c'est de le prendre à deux, de se mettre à deux et de le forcer à lâcher la balle. Forcément, c'est quelque chose qui va être évoqué par les Cavs pendant les séries de playoffs, notamment s'il prend un peu trop feu. Et puis, il attaque à droite, s'il ne peut pas aller au cercle, il revient sur son step back. Et si le joueur est trop près, le contre du contre, c'est d'aller faire un petit pas pour se décaler et finir en flotteur. Et puis ce qui est également important pour Brunson, c'est de vraiment créer du danger avec son tir extérieur. C'est un peu la base. Si on le défend comme ça, c'est aussi parce qu'on a peur qu'il mette des tirs après dribble à 3 points. Si on recule un peu comme c'est le cas ici de Mobley, lui il faut qu'il soit capable de sanctionner, parce que si il est sur une journée, sur un match
où il est un peu moins, ça va forcer les défenses, ça va pousser les défenses à se reculer et à lui donner ce tir-là. S'il n'est pas capable de le mettre, tout son travail de création va être un peu moins facile puisqu'ils vont l'attendre un peu plus dans la raquette. Si jamais il est capable de le faire, et face à beaucoup de personnes, ça tue un petit peu la défense d'espace des Cavaliers, puisqu'il va falloir le presser et se mettre dans des situations d'aide compliquées. La clé numéro 2 de cette équipe, c'est Julius Randle, et on va voir qu'il peut être aussi dévastateur pour son équipe que bénéficiable. Alors déjà, la première façon, c'est de profiter de la création des autres, notamment de Brunson. On l'a dit, dans cette défense d'espace des Cavaliers, si on décide de venir aider sur Brunson pour limiter son accès au cercle, forcément ça va ouvrir des tirs aux autres. Les autres sont un peu moins adroits, mais Julius Randle, lui, il est capable vraiment de mettre des paniers, donc c'est un petit peu dangereux de venir aider fort comme ça, et puis parce que même si après on revient fort sur lui sur un close-out, on s'expose à ce que lui il adore le plus faire, c'est-à-dire attaquer le cercle, aller à la corne. C'est ça qui est intéressant dans la création des Knicks, c'est-à-dire qu'une fois qu'on lui donne la balle avec un petit peu d'avance, ensuite il peut réattaquer le cercle, et on l'a dit, c'est là où il peut faire vraiment du dégât avec sa puissance. Un autre outil qu'ils ont quasiment pas utilisé dans les matchs face aux Cavaliers, mais qui peut être pertinent en playoff, c'est utiliser des écrans avec Brunson. Ils sont tellement différents dans leur façon d'exploiter l'attaque qu'on ne peut pas vraiment changer, ça génère un retard, et donc après, on peut en profiter pour les Knicks, ça peut vraiment être une piste pendant cette série. Et avec Randle, sa force, on l'a dit, c'est qu'il est capable d'être à la fois Stephen Curry et à la fois Giannis Antetokounmpo. Alors face à une défense des Cavs qui est très efficace et surtout qui part très vite en contre-attaque, prendre des tirs en transition comme ça, c'est très risqué. Parce que une fois qu'on rate, on s'expose à beaucoup de choses en transition. Par contre, si jamais il met dedans, forcément c'est bénéficiable aux Knicks. Mais c'est à double tranchant. Ce qu'on voudrait un peu plus le voir faire, c'est ça, attaquer vers le cercle, aller essayer de finir, même si ici il rate, c'est un très bon tir, et c'est là où il peut être vraiment très dangereux. Puis après au rebond, ils sont 3e au rebond offensif, les Knicks, on l'a dit, et Julius Randle est vraiment une énorme partie de tout ça, parce qu'il n'hésite pas à aller au cercle, à aller chercher ces paniers faciles là, et en playoff, on sait que c'est ce genre de choses là, d'efforts, de paniers faciles, qui font la différence quand les nerfs des équipes sont à fleur de peau. Alors on le joue également posté, notamment poste haut, en essayant de lui ouvrir le côté gauche pour qu'il y ait moins d'aide possible. Simplement la défense l'oriente vers la droite, donc ils sont capables d'anticiper. Ensuite là, le Vert qui couvre plusieurs passes et Mitchell aussi. Et on l'a vu tout à l'heure, dans ce cas-là, il pique des ballons. Donc ce qui va falloir être très important pour les Knicks, c'est d'ouvrir les angles de passe. Comme ça, il y a deux choses. Il y a Brunson qui s'écarte pour que Mitchell soit obligé de faire un choix entre lui et RJ Barrett. Et l'écran de Jericho Sims sur son joueur, ce qui permet de l'empêcher de faire la rotation et d'ouvrir RJ Barrett qui se retrouve tout seul pour un tir à 3 points. Tout ça, ça va être crucial pour pouvoir bien attaquer pour les Knicks face aux Cavaliers. Ici, quand on le pose sur un côté, il va être obligé d'aller à droite. On sait qu'il y a une aide qui vient parce qu'il est tellement costaud qu'il est inarrêtable en 1 contre 1. Ici, on voit qu'ils ne sont pas bien positionnés. Les Knicks, il y a plusieurs joueurs des Cavs qui peuvent défendre 2 joueurs à la fois. Donc, c'est pour ça que son petit up-step ici, pour passer dans la trappe et permettre aux joueurs de couper, lui permet de voir un peu mieux. Ici, il a 3 passes d'ouvertes. Sims et Grimes font un peu doublon. Mais ici, il y a RJ Barrett qui s'est très bien déplacé pour s'éloigner de Darius Garland, ouvrir les espaces, forcer les joueurs des Cavs à défendre une distance plus élevée, ce qui ouvre forcément des tirs plus importants. Ici, on voit pareil, Mobley, il est sur les 2 lignes de passe, entre Barrett et Grimes. Donc, il fait toujours ce petit pas pour passer dans la trappe et s'ouvrir une ligne de passe. Et là, forcément, pour Garland, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de distance à couvrir, ce qui ouvre un tir encore plus ouvert. La clé numéro 3 du jeu, c'est Emmanuel Quickley. Alors c'est pas forcément la 3e arme offensive, mais il est très dangereux offensivement et encore plus parce que, comme les Cavs le respectent un peu moins et veulent moins aider pour éviter d'ouvrir des tirs aux autres, ils le défendent en protection, c'est-à-dire qu'ils se reculent, ce qui lui laisse beaucoup d'espace pour aller finir près du cercle. On le pousse à essayer de prendre ses tirs à mi-distance. Lui, il va aller au contact, il adore ça, pour aller finir près du cercle. Et il le fait très bien. Et ce qui est bénéficiable, c'est que dès qu'il va y avoir un petit peu d'aide, que les Cavs décident de venir aider, ça ouvre des tirs à des joueurs comme Brunson, et ça,
pour le coup, c'est plutôt une très bonne nouvelle, même si lui, il est capable de mettre des tirs et des gros tirs, et ça pourrait être le facteur X d'un point de vue création pour les Knicks, un peu plus que RJ Barrett qui a un jeu plus stéréotypé. Alors la clé numéro 4 des Knicks, ça va être les frères Pétard. Et on va vous les présenter un par un, ces joueurs-là, dynamiques, forts en défense et qui sont également capables d'exploser. Quentin Grimes, lui, il réfléchit pas trop quand il reçoit la balle, il tire, il envoie, c'est un bon shooter, même s'il n'a pas des pourcentages incroyables, mais ce qui est surtout fascinant, c'est qu'il n'hésite pas du tout, il a une confiance folle, il prend des tirs comme ça, un petit peu osés, mais dans une série de playoffs avec beaucoup d'intensité, on sait que c'est quelqu'un qui va pas douter et qui va pouvoir être capable de mettre des tirs compliqués, il profite de la création des autres, c'est pas un joueur qui va créer par lui-même, mais il est très dangereux, et puis il est capable également de réattaquer le cercle avec cette dynamite qu'il a dans les jambes. Alors le deuxième frère pétard, c'est lui, c'est McBride, lui aussi, pour le coup, il n'est pas du tout adroit à 3 points, par contre, il a une vraie dynamite, lui aussi, dans les jambes, pour s'ouvrir des tirs aux autres. C'est le seul des frères pétard qui réussit à faire de la création pour Obi Toppin, le troisième, qui est également adroit, et qui n'attend que ça, lui aussi, qui défend, qui reçoit la balle, et qui tire. Ce qu'on peut appeler communément un 3&D, c'est des joueurs qui vont être cruciaux dans la capacité à mettre des paniers quand ça va être difficile pour les créateurs des Knicks. Et puis la dernière addition qui est létale, c'est Josh Hart. Donovan Mitchell, il est tellement important en attaque qu'une clé pour les Knicks, ça va être forcément de l'attaquer. Et ils l'ont fait dans tous les matchs, dans toutes les confrontations directes. Vu qu'il défend sur RJ Barrett, qui est entre guillemets le joueur le plus facile à défendre des créateurs, et bien RJ Barrett, on l'a mis au travail à essayer d'aller poster Donovan Mitchell. Regardez la défense des Cavs qui veut le protéger parce qu'il joue 45 minutes, donc il peut pas non plus être super productif en attaque et défendre à fond. Il faut l'attaquer, mais avec un peu plus de réussite que ça. Pour l'instant, sur les paris qu'ils ont fait de l'attaquer, eh ben, c'est plus souvent Donovan Mitchell quand on est sorti vainqueur, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le faire commettre des fautes, le mettre en difficulté en série de playoffs, le fatiguer, c'est exactement le but, même si sur une action, on va pas forcément avoir un panier, le fait de le fatiguer, de le travailler, de le mettre en foul trouble, ça va être vraiment crucial dans cette série, parce que ça va limiter son impact en attaque, qui est beaucoup plus important que le reste. Et la dernière clé pour les Knicks, ça va être leur facteur X à l'intérieur. Car en effet, ils ont un jeu plutôt stéréotypé, mais avec Hartenstein, ils font des choses différentes. Ils lui donnent la balle poste haut, et comme il est très mobile, il va faire chercher les autres avec des dribbles, et il le fait plutôt très bien. Parce que quand il fait des mains à main comme ça, il fait des écrans en mouvement, des feintes d'écran, on l'a vu dans la vidéo sur les Cavaliers, ce qui donne un temps de retard sur RJ Barrett. Robin Lopez est obligé de venir aider, ce qui laisse du coup une passe facile ici pour Hartenstein, parce que Ricky Rubio n'est pas passé devant lui dans l'aide. Il est également intéressant parce que quand il a la balle poste haut, il est capable de dribbler, mais il est aussi capable d'être une menace dans le 1 contre 1, notamment face à Robin Lopez. S'il le colle ici, pour aller finir, il est costaud, il a des mains, et puis également, il se déplace dans le dos des défenseurs, comme ici, pour aller mettre un petit flotteur. Et puis c'est un excellent passeur. Il est très très sous-coté pour ça. Ce qu'il fait là, c'est très difficile. Alors si on revient en arrière, pourquoi la passe est ouverte? On fait un écran sur Jalen Brunson avec Josh Hart. Donc ici, on essaie de le trapper. On a vu les Cavs hier faire des short rolls, c'est-à-dire donner la balle à Josh Hart, qui n'est pas forcément un créateur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise pour avoir Hartenstein en haut, qui lui va recevoir la balle. Comme ils sont à deux pressés, Josh Hart il peut couper vite. Le défenseur des Cavaliers est un petit peu en retard. Elle est très difficile cette passe pour un grand à terre comme ça en mouvement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs intérieurs qui sont capables de faire cette passe-là, que ce soit sur des écrans ou simplement parce qu'ils sont trop agressifs. On en a parlé au tout début de la vidéo. Ils mettent beaucoup la pression. Et bien s'il y a des joueurs qui sont capables de partir en backdoor, il faut un passeur. Et lui, il le fait très très bien. Et puis le facteur également ici, rebond offensif avec Mitchell Robinson, qui est vraiment costaud, avec autant de créateurs qui prennent parfois des tirs de soliste. On l'a dit, ils sont derniers aux assists. Il faut forcément des rebonds offensifs. On espère que cette preview pour la série vous a plu. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire qui vous pensez va remporter cette série.